Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oussama Ammar, qui est le cofondateur de The Family, accélérateur pour start-up européenne qui a franchi le seuil des 1 milliard d'euros de valorisation. Elle a pour objectif d'aider les startups à décoller. Elle a été inspirée de l'incubateur Y Combinator et The Family a permis de voir le développement d'entreprises comme Agricool, Comet, Itch, Payfit ou encore Stanley Robotics. L'incubateur est aujourd'hui une référence dans le paysage de l'entrepreneuriat en France et donc c'est la raison pour laquelle j'étais ravi de pouvoir proposer à Oussama Ammar cette proposition d'interview. Donc avant toute chose, Oussama, un grand merci d'avoir accepté cette proposition. C'est un plaisir, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter succinctement, nous dire un petit peu qui tu es? Je m'appelle Oussama, j'ai créé The Family il y a 7 ans. J'ai toujours été un entrepreneur. Après quelques expériences plus ou moins fructueuses, j'ai eu envie de faire The Family parce que j'avais envie de créer la structure que j'aurais rêvé d'avoir comme associé quand j'étais entrepreneur. Ok, super. Alors comment est-ce qu'on rentre chez The Family? Assez simplement, on envoie un email à hello@thefamily.co et on espère que quelqu'un nous réponde. Ok. La plupart du temps, on répond pas parce que ça nous emmerde. La plupart des applications ils sont chiants à mourir. C'est la vie qui veut ça parce que les gens qui ont un projet pensent que leur projet est le centre du monde, mais en fait, le premier test, c'est d'être capable de se vendre correctement. Et évidemment, les gens préféreraient remplir un formulaire en répondant à des questions. Ils préféreraient avoir quelqu'un qui les tient par la main en leur disant c'est quoi ton chiffre d'affaires, c'est quoi ton machin. Mais en fait, c'est beaucoup moins réaliste et beaucoup moins clair que de pas avoir d'autres instructions que envoie-nous un email. Et la façon dont les gens parlent est souvent un premier test très 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 réussi, puisque 100% des boîtes qui sont rentrées à The Family ont fait un email d'une clarté limpide. Hmm. Bonjour, je m'appelle A, je fais B, j'ai j'ai besoin de C, est-ce que vous pouvez m'aider quoi. En fait, tous les autres, mes préférés étant ceux qui disent, j'en ai eu un là juste avant de te parler, dont je lisais l'email, il dit bon, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je vais faire court. Et là, je scroll et il y a, je pense, il y a 15 pages. Et, euh, et alors, il y a aussi les gens qui écrivent en disant voilà, j'aimerais vous rencontrer pour vous exposer mon projet. Alors, tu leur réponds bah vas-y, explique-le ton projet. Ah bah non, ça tient pas dans un email. C'est beaucoup trop intelligent, beaucoup trop génial. Il faut absolument qu'on se voit. Euh, alors pré-Covid, ça me faisait chier, mais maintenant, j'ai une excuse incroyable. Je dis, bah non, mais vous savez, avec le Covid, on est obligé obligé de faire du marché. Mais ouais, mais en fait, c'est assez chill hein, de rentrer à The Family. Franchement, t'as un projet ambitieux, t'es clair dans ta tête et tu sais où tu vas. Il y a peu de chances qu'on te refuse. Mais c'est juste que être vraiment ambitieux et être vraiment clair dans sa tête, c'est pas si courant que ça en fait. Hmm. Et est-ce que tu vois justement des critères parmi toutes les startups qui réussissent autour de toi sur celles que tu as pu accompagner? Bon, c'est marrant, la vidéo la plus vue que j'ai vue sur Internet, c'est une vidéo avec David Laroche, un bon ami, et c'était au tout début de The Family, il voulait me donner un petit coup de boost avec sa notoriété, donc on a fait les cinq critères de l'entrepreneur qui réussit. Avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris que sans doute tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est vrai, mais incomplet. Parce qu'en fait, évidemment qu'il y a plein de critères qui font que tu réussis, mais aucun de ces critères ne décrit jamais la réalité de cette réussite. Au sens où ce qui est en ton contrôle, bah, c'est de travailler, d'être déterminé, d'être courageux, etc. Mais ce qui n'est pas dans ton contrôle, c'est bah, la chance, le destin, le timing, etc. Et donc, bah oui, il faut avoir un peu des deux. L'entrepreneuriat, c'est un monde de gens chanceux. Euh, L'aspect chance est vraiment pas, il est vraiment pas possible de le supprimer à 100% dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui fait que ça m'enthousiasme autant comme milieu, c'est que dans les deux sens, tu vois, par exemple, si ça se trouve, 99% de la valeur de The Family sera générée par une boîte dans laquelle on croyait pas, et on aura pris un peu de pourcentage pour voir.
et ça va devenir une boîte qui vaut 200 milliards. Mm. Et à l'inverse, ça vaudra plus que tout le travail qu'on aura fait pendant des années. Et ça peut paraître frustrant, ça peut paraître incroyablement décevant, ça peut paraître je sais pas quoi. Mais en fait, en fait, moi, je trouve ça enthousiasmant. En fait, je trouve ça sympa que tu sois pas maître de tout ce qui t'arrive. Et les startups, c'est un environnement où si tu as l'illusion d'être en contrôle, ça se passe vite mal pour toi. Complètement. Et donc la contrepartie pour l'entrée à The Family, c'est du coup prise de pourcentage au capital. C'est à peu près le même Ouais. montant à chaque fois? Non, alors écoute, avant on avait une doctrine à 5%. Maintenant, euh, on est un peu plus discipliné financièrement depuis le Covid là. On a décidé qu'il fallait que notre espérance de gain soit d'1 million au minimum. Et donc, ça dépend de ce qu'on estime être notre pourcentage à la sortie et la valo de la boîte. Tu vois, hier, j'ai fait rentrer une boîte, j'ai pris 15, mais parce que c'est une toute petite boîte et ils ont envie de faire une petite boîte. Avant, c'était le genre de boîte qu'on refusait à The Family. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de gestion de portefeuille, c'était un peu con de les refuser. Alors qu'en fait, il suffisait juste de négocier un deal un peu différent. Et on essaie vraiment maintenant de se dire, OK, c'est quoi le deal avec lequel nous, on est à l'aise? L'entrepreneur l'accepte, il l'accepte, il l'accepte pas, il l'accepte pas. On essaie toujours d'être fair, on essaie jamais d'arnaquer les gens. On essaie toujours de réfléchir à, OK, à ce moment-là, quelle est notre info et quel est notre truc. Et après, bah, le pourcentage de gens qui, résultat, n'acceptent pas le deal est peut-être un peu plus élevé qu'avant. Mais ça me va parce qu'au moins tous les gens qui rentrent sont 100% committed sur le deal. Est-ce qu'à ton sens, il y a des études idéales pour entreprendre? Alors, si je pense qu'il y a bien un endroit qui te prépare pas, quel que soit ce que tu fasses à l'entrepreneuriat, c'est l'école. Parce que c'est pas son rôle. Et je sais pas s'il est possible de faire un endroit qui te prépare vraiment à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent une quête singulière et incroyablement difficile. Singulière dans le sens que l'expérience qui t'arrive, en général, ne n'arrive qu'à toi. Donc, pas vraiment de standard. Et difficile, donc ça veut forcément dire que c'est pas fait pour tout le monde. Euh, c'est c'est vraiment dur d'être entrepreneur. Ça prend beaucoup beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de mantra. Et donc l'école serait un endroit bizarre pour te préparer, puisque ça voudrait dire que ça préparait des gens à un truc où on sait très bien que 99% des gens n'y arriveront pas. Alors que le rôle de l'école, c'est quand même d'être inclusif plutôt qu'exclusif. Donc, ce serait dur de faire un polytechnique de l'entrepreneuriat. Ok. Alors, à ton sens, à quel moment est-ce qu'il faut quitter l'école ou son emploi pour se mettre à 100% sur son projet? Euh, Sans doute le plus tard possible et sans doute quand il n'y a pas de doute. D'ailleurs, souvent les étudiants viennent me voir en me disant voilà, je veux drop out. Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je leur dis toujours que c'est une très 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 mauvaise idée. Alors des fois, les gens me disent je comprends pas. PFIT, ils ont drop out. Maxime Coutet, il a drop out. Alors je leur dis oui, mais la différence, c'est qu'eux, ils sont jamais venus me demander l'autorisation de le faire. Et en fait, si quelqu'un vient me dire est-ce que je devrais faire quelque chose de dangereux, ma réponse est toujours non. Mais bien sûr que pas. Enfin, c'est complètement con. Il faut pas quitter l'école. L'école, c'est l'un des meilleurs safety nets que les gens peuvent avoir dans leur vie. Un bon diplôme, ça aide toute la vie et 99% des gens ne devraient pas ça. Maintenant, c'est plus fort que toi, tu quittes l'école et tu as l'impression que ça va aller quand même, bah, c'est forcément une décision intime. Moi, quand j'ai arrêté l'école, j'en ai parlé à personne. Je n'avais pas besoin de la validation de qui que ce soit. Et ces drop-out, ils n'ont pas besoin que Oussama Hamar leur dise c'est bien de drop-out. Au contraire, ce serait hyper dangereux qu'Oussama Hamar leur dise c'est bien de drop-out. Parce que des gens qui ne devraient pas drop-out finiraient par drop-out en se disant bah, il y a un mec successful qui m'a dit de le faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais écouter les gens. Il faut toujours faire les choses parce que on n'a pas le choix, on a profondément envie de le faire. Alors justement, dans cette même direction, pour les décisions importantes, notamment pour les entreprises, est-ce que tu conseilles à toutes tes startups de lever des fonds? Non, 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 non. La levée de fonds, c'est, je pense, le process qui fait rêver tous les gens qui n'ont jamais été entrepreneurs et qui emmerde tous les gens qui l'ont déjà fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est
emmerdant de lever des fonds. Lever des fonds, tu as des actionnaires, tu dois leur expliquer des choses, tu dois rendre des comptes, tu as des responsabilités. Enfin, c'est vraiment, il n'y a rien de plus pète couille que lever des fonds. Donc, si tu peux échapper à lever des fonds, c'est facile. C'est cool. Maintenant, c'est très dur d'expliquer ça à un entrepreneur parce qu'un entrepreneur a toujours l'impression qu'une levée de fonds va changer sa vie. Mais bon, ça c'est normal. Moi aussi, je pensais que les levées de fonds, ça allait changer ma vie. C'est très dur d'être éduqué à comprendre qu'en fait, un business lève des fonds parce qu'il peut et pas parce qu'il a besoin. Tu mets du temps à comprendre ça, en fait. Les meilleures levées de fonds, c'est pas parce que tu en as besoin, c'est parce que tu peux. Complètement. Ok. Quelles sont pour toi les plus grosses erreurs que tu vois chez les entrepreneurs qui se lancent? C'est toujours les mêmes. C'est manque de discipline, toujours croire que le wishful thinking fonctionne. Et résultat, faire des erreurs qui sont des erreurs en fait simplement de manque de commitment, de manque d'intensité. L'exemple le plus bête, c'est un investisseur vient et m'offre une term sheet et je me dis c'est pas le moment de lever, j'irai lever dans 6 mois et puis 6 mois après plus personne ne veut investir. Mais ça c'est des erreurs de débutants. C'est parce que c'est des gens qui vivent dans la crainte de ne pas avoir le best de ce qu'ils pourraient avoir. Mais l'optimisation, c'est mauvais, l'optimisation, c'est un truc d'écolier. Ce qui compte, c'est d'avancer le plus vite possible. Tu as optimisé de plus ou moins 5% de ta levée de fonds, ce qui compte, c'est que tu es levé, que tu as avancé, etc. Tu as un contrat client, tu prends le contrat client. J'ai entendu une histoire hier, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle m'a fait rire. Apparemment, Bill Gates s'est fait interviewer par un journaliste sur quel était le secret de son succès. Et puis Bill Gates, il a pris un chèque comme ça en blanc, il a mis sa signature, il a donné le chèque au journaliste. Le journaliste dit non, mais c'est pas ce que je pense, il rend le chèque. Puis Bill Gates, il déchire le chèque et il regarde le journaliste, il dit, vous voyez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je refuse jamais une opportunité. Vous venez juste de rater la chance de devenir le journaliste le plus riche du monde. À mon avis, elle est fake, cette histoire, mais elle est géniale. Mais c'est exactement ce qui se passe tous les jours. Les gens ont des opportunités grosses comme des maisons devant eux, mais les refusent. On parle beaucoup justement de méthodologie agile, de tester rapidement, de lean startup et ainsi de suite, toutes ces méthodes. Quelle est pour toi la méthode pour trouver son marché? Est-ce que tu préconises au maximum tout ce qui est co-construction, agir rapidement, dépenser le moins possible? Écoute, je pense vraiment que ce qui compte, c'est de se confronter à la réalité le plus vite possible et de vendre le plus vite possible. Et de ne pas se raconter des histoires. Pas se raconter que c'est une histoire de com, de produits, de features, de machin. Soit tu es capable de vendre, soit tu l'es pas. Et si t'es pas, il faut apprendre à vendre et le plus vite possible. Ouais. À ton sens, comment entreprendre quand on n'a pas d'idée? Bon, il suffit d'en voler une. Faut arrêter de fantasmer sur les idées. D'ailleurs, il vaut mieux trouver un cofondateur qu'une idée. En général, si tu es tout seul et que tu te dis quelle idée, tu as une infinité de possibilités. Ensuite, une fois que tu as choisi une idée dans cette infinité de possibilités, tu as une infinité de gens avec qui tu peux faire cette idée. Alors qu'en fait, si tu regardes la boîte que tous les deux on pourrait faire, elle est forcément différente de la boîte que je pourrais faire avec Alice, qui est différente de la boîte que je pourrais faire avec, je sais pas, Antoine Martin Zendy. Parce qu'en fait, le meilleur de nous deux réduit le champ des possibles hyper vite. Et donc, si tu pars du cofondateur, alors le nombre d'idées que tu peux faire est super facile. Ok. Quand va sortir le livre Anyone Can Be an Entrepreneur annoncé sur Kickstarter? Il est maudit ce livre. Donc, on a eu un premier lancement qui a dû être annulé à cause des gilets jaunes qui ont voulu cramer notre bureau. Ensuite, il y a eu cette putain de grève de la SNCF. Et maintenant, il y a le Covid. Et ça me fait chier de le sortir en Covid parce que le livre est en anglais. Il y avait un World Tour qui était prévu avec le livre. Alors, évidemment, tous les gens sur Kickstarter pètent un câble en voulant que je le sorte immédiatement. Mais moi, ça me fait chier. J'ai travaillé dur pour ce livre. Je veux que ce livre vienne avec les voyages qui vont avec. Alors, ils disent, oui, il faut le sortir en numérique. Mais le problème, c'est que si je le sors en numérique, d'abord, je peux oublier mon éditeur et je peux oublier le World Tour. C'est vraiment très, très chiant, cette situation. Le Covid, ça me casse les couilles.
Je pense qu'il n'y a rien qui m'a plus cassé les couilles que ce putain de Covid. C'est vraiment, putain, c'est hallucinant. Et quand je te disais le chaos et les choses qui ne sont pas en ta maîtrise, ça, c'est quand même un sketch. Et en plus, j'y réfléchissais, en France, là, à Paris, ça commence à faire long. On a eu les gilets jaunes qui nous ont pourri la vie pendant. Mais ça, en fait, ça a duré des mois, les gilets jaunes. Parce que hier, j'en parlais avec ma compagne. Elle me disait, mais t'es un malade, ça a duré un an. Je dis, ah bon, un an. Après, on a eu leur putain de grève de la SNCF là, pour la retraite. C'est sûr que là, bah, la retraite, je sais pas qui va la payer. Ouais. Ce truc. Et alors, ce matin, ma mère me disait au téléphone qu'apparemment, il va y avoir des grèves en France dès que le confinement est fini. Je dis, mais c'est pas possible, ils veulent m'achever, quoi. Vraiment. C'est quoi? C'est un complot pour achever tous les entrepreneurs de France. Ouais. Alors, moi, j'ai pris une décision cette année un peu bizarre. Enfin, je sais pas si c'est bizarre, mais j'ai décidé de plus lire Twitter, de plus lire les journaux, de plus écouter la radio, enfin, de vivre. Alors, j'apprends des trucs, tu vois. J'ai appris qu'il y avait un feu à Tchernobyl, là, par hasard, dans une conversation hier. Donc, les gens m'apprennent des trucs. Donc, en plus, ça fait un filtre naturel de qu'est-ce qui est réellement important. Je me dis, si personne m'en parle, vu ma situation, c'est que vraiment, ça n'a pas d'importance. Je me dis, laissons les filtrer. Parce que, en fait, tu te rends compte que tu passes des heures à lire des trucs qui ne servent à rien, juste parce qu'il y a un journaliste qui a écrit dessus et que tu sais pas d'avance si ça vaut le coup ou pas d'être noté, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu fais au quotidien et qui te permet d'être meilleur chaque jour? Alors déjà, j'essaie de faire des trucs qui me permettent de pas être pire. Je suis pas le meilleur, mais pire. En fait, d'ailleurs, tiens, c'est un vrai truc. Blague à part, je pense que les gens sous-estiment à quel point le pouvoir du temps a tendance à faire dégénérer les choses plutôt qu'à les améliorer. C'est-à-dire que naturellement, le temps détruit. Si tu vois les gens qui vieillissent, en général, leurs défauts ne font qu'empirer. C'est pour ça que la plupart des vieux sont imbitables. C'est juste qu'en fait, dans le temps, ils ont compound leurs défauts et ils arrivent à des. Par exemple, moi, j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais. Et plus je vieillis, plus je deviens chiant, quoi. Et avant, je fermais ma gueule. Tu vois, j'avais pas peur de dire ce que je pensais et je disais pas tout ce que je pensais. Bah, avec le temps, j'arrive de moins en moins à me contrôler. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, des fois, je m'imagine vieux, je me dis, ah, qu'est-ce que je vais être horrible. Il va vraiment falloir me mettre out of business, quoi. Mais je vais radoter en plus. Ouais. Comme tous les mecs qui ont eu des vies et qui ont des histoires, tu sais, ils radotent. Ouais. Je me vois déjà radoter, quoi. Mais donc, j'essaye de lutter contre ça en faisant 3 trucs. D'abord, en fréquentant des gens beaucoup plus jeunes que moi. J'essaie vraiment de rester ami, en contact, avec des gens qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. J'ai des gens, j'ai créé un petit groupe WhatsApp où ils me racontent les apps qu'ils utilisent, les trucs comme ça. C'est juste une façon, en fait, de rester picousé à la nouveauté et de rester dans le centre de la centrifugeuse. Et la deuxième chose, c'est que plutôt que de lire en permanence des nouvelles choses, j'ai commencé à relire tout ce que j'avais lu. Et je me rends compte, ça c'est ma grande découverte de l'année, ça c'est vraiment le truc, c'est que je me rends compte que j'avais rien compris. Et il y a plein de livres en ce moment que... Alors pendant le confinement, j'ai pas beaucoup lu, mais au début de l'année, j'avais pas mal lu. Mais là, le confinement me déprime trop pour lire. Mais il y a plein de choses que j'ai relues en me disant, mais putain, mais en fait, j'avais raté la profondeur parce que comme il y a eu 15 ans d'expérience, de vie par-dessus, le fait de les relire. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il faut en permanence relire des chefs-d'œuvre. Après tout, c'est une power law. T'as très peu, t'as 1% des boîtes qui ont 99% de la valeur, bah, t'as 1% des livres qui ont 99% de la valeur. Et plutôt que se faire chier là, à lire la moindre merde qui sort, là, où les gens racontent et radotent toujours la même chose, et ben je me dis, tiens, relisons les trucs qui sont incroyables. Et en fait, quand tu les relis à plusieurs moments comme ça, tu relis pas le même livre.
t'as pas du tout l'impression de relire le même livre. En plus, il y a forcément plein de choses que tu as oubliées ou plein de choses que tu as juste ignorées parce que tu les avais pas comprises. Et, ça donne un truc incroyable. Par exemple, je suis abonné à une newsletter qui envoie une page de Proust par jour, qui s'appelle Une page de Proust par jour. C'est facile à trouver sur Google. Et c'est un livre que j'avais lu ado. Et là, en relisant une page par jour de newsletter, je me rends compte que j'avais rien pané à ce livre, en fait. C'est un livre beaucoup plus... Enfin, je l'avais lu scolairement, un tome, pour faire genre le mec qui a lu Proust, tu vois. Mais c'était un truc d'arrogance de jeunesse. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver à un prof de français. Donc, je peux le lire pour les vraies raisons. Et en fait, c'est fabuleux. Et donc, tu vois, en janvier, j'avais relu les mémoires d'Adrien de Orsenard. Putain, la claque, ce livre. Je me suis dit, mais pareil, c'est un livre que j'avais lu, j'avais 16 ans. J'ai relu le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, je l'avais lu quand j'avais 14 ans. J'étais persuadé que c'était un livre que je connaissais vachement bien. J'avais même fait un exposé sur Oscar Wilde et tout, et laisse tomber. J'étais complètement à côté de la plaque. J'ai raté 10 niveaux dans le livre, en fait. Donc ça, c'est vraiment mon truc enthousiasmant du moment. Re-regarder. Et ce qui est drôle, c'est que je le savais déjà des films. Parce qu'en fait, moi, tous les films que j'aime, je les ai vus 10 fois. Mais à cause d'une contrainte familiale assez marrante, c'est que quand j'aime bien un film, je suis très, très excité à l'idée de le faire découvrir à mon neveu et nièce. Comme ils ont des âges différents et qu'il y a un certain âge pour regarder des films, assez naturellement, je me suis mis à revoir les films à des âges différents, juste en suivant leur croissance. Alors, ma plus petite nièce, elle a 4 ans, mon plus vieux neveu, il a 22 ans. Donc j'ai un très gros éventail d'âge. Et donc ça me permet de regarder plein de styles de films, etc. Parce que j'adore regarder des films avec eux, puis j'adore en parler avec eux. C'est un de mes trucs préférés. Mais en fait, j'avais jamais fait avec les livres, parce que je lis assez peu avec eux d'abord, parce qu'ils sont jeunes et ils lisent pas. Ils sont cette génération ne lit pas, ils sont sur leur téléphone. Tout. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est comme ça. Et donc les films, eux, c'était vraiment un lien, quoi. Et je me suis rendu compte de ce pouvoir qui était le même, en fait, sur les livres. Donc c'est comme ça que j'essaie en quelque sorte, de m'améliorer en essayant de ne pas empirer. Tu parlais de 3 points, donc le premier, se rapprocher justement de tout ce qui est public assez jeune, le deuxième, donc au niveau des lectures, les relire. Exactement. Et le troisième point, j'essaye toujours d'expérimenter de nouvelles choses en essayant d'être le plus frais possible et le plus naïf possible. Donc j'essaye toujours de donner sa chance, alors que ce soit des apps, que ce soit des expériences, que ce soit des gens. Par exemple, tous les mois, je tire au hasard 10 personnes dans mes boîtes email que je rencontre parce que j'ai pas envie de devenir un Mickey Mouse dans sa tour d'ivoire. Donc être le plus... alors, évidemment, hein, la plupart des trucs sont décevants. Hein. C'est ce que les gens non plus oublient, c'est qu'après, les gens disent « Ouais, mais moi, je cherche la qualité. » Bah oui, c'est le problème, en fait. Si on savait d'avance, ce serait pas pareil. Comme on peut pas savoir d'avance. Mais ça me dérange pas de me taper... J'ai rien contre le fait de me taper 200 rendez-vous ratés par an si j'ai une pépite dans le tas. Et donc, en fait, cette discipline du chercheur d'or, où il faut ramasser beaucoup, beaucoup de terre pour quelques grammes d'or, c'est une discipline que j'ai assez naturellement et qui, je pense, fait que j'ai tous les ans, j'ai une meilleure perspective sur la vie et le monde parce que la diversité des gens que je rencontre est hors du commun. Et par exemple, je pense que 100% des rencontres, même les pires, ont toujours quelque chose à t'apprendre. C'est juste ta responsabilité d'en tirer quelque chose. Par exemple, quand on pouvait encore prendre des Uber, j'avais inventé un petit jeu qui était marrant. C'était de demander au Uber de me raconter son histoire la plus folle jamais arrivée dans un Uber. Qu'est-ce que j'ai pu me taper de barre de rire. Il n'y a pas un Uber qui sait pas... qui a pas un truc, mais digne d'un film. Mais tu le verrais dans un film, tu te dis, ah non, mais le scénariste, il exagère. Et pourquoi? C'est venu de quoi? C'est venu du fait que tous les chauffeurs Uber veulent me parler, la moitié parce qu'ils me connaissent, l'autre moitié parce qu'ils veulent juste parler à un humain, que 95% des conversations me cassaient les couilles. Et donc, j'ai essayé de me mettre sur mon téléphone, j'ai essayé de mettre des écouteurs. Ma note Uber a baissé. Je me suis dit, putain, merde, c'est chier, quoi.
Et je me suis dit, bon, ok, comment on aligne nos intérêts? Eh ben, je vais simplement créer un design pour leur faire me raconter quelque chose qui me plaît, quoi. Et les conversations Uber sont devenues géniaux parce qu'au moins c'était un sujet qui m'intéressait. Et puis c'est un sujet où ils peuvent pas se planter parce qu'ils se juste raconter une histoire, donc il y a forcément un truc sympa qui leur est arrivé, quoi. Ok. Quelle est aujourd'hui la raison pour laquelle tu te lèves le matin? La raison pour laquelle je me lève le matin, l'amour. Je suis très amoureux. En deux, mon travail. Franchement, je peux pas rêver mieux que de The Family. J'ai réussi à créer un environnement où je fais tous les jours ce que j'ai envie. Et en trois, mon entourage. Je pense que j'ai réussi à créer un entourage à la hauteur de mon travail. Donc, je pense que je suis en train de vivre une vie. Je suis en train de vivre une vie 5 étoiles. J'ai du mal à voir comment ça pourrait être mieux. Euh, et j'ai réussi à passer le cap de vraiment sortir tout ce qui m'emmerde de ma vie. Donc c'est assez cool. J'ai pris des vraies leçons. Euh, Notamment le fondateur de Buzzman, Georges, est une vraie source d'inspiration pour moi. C'est un kiffeur né. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait toujours kiffer plus, quoi. Donc voilà. Donc non, la vie est sympa, quoi. Mon objectif a toujours été quelque part d'être légendaire. Donc que ce soit une petite histoire ou une grande histoire qu'on racontera de moi, j'ai envie qu'on raconte des histoires. D'ailleurs, les gens qui m'aiment pas participent à ça, en fait. Ils se rendent pas compte. Ils sont piégés dans le truc. Récemment, sur Instagram, j'ai changé mon job de entrepreneur à movie caractère, personnage de film. J'aime bien le voir comme ça. J'aime bien. C'est une phrase que ma mère me disait toujours quand j'étais petit. Elle me disait toujours: vis ta vie comme un film et tu deviendras une star. Ouais, c'est plutôt pas mal comme conseil. Mais, euh, mais voilà, donc en fait, je sais pas, je sais pas à quoi ressemblera ma vie dans 5 10 ans. Mais ce que je sais, c'est que tous les mois, elle sera aussi intense et enthousiasmante que le mois précédent. Ok. Quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus? L'entrepreneur qui m'inspire le plus. Alors, en ce moment, j'avoue que je sais pas s'il m'inspire, mais il me fait rire, au moins. Euh, j'ai un vrai coup de cœur sur Elon Musk. Il a l'air de tourner timbré. Ça n'a pas l'air d'aller bien. Mais je sais pas, il y a un truc proche du génie fou pour de vrai, quoi. Tu vois, Bill Gates, il est super, il sauve le monde et tout. J'ai vu le reportage sur Netflix, mais c'est comme le premier de la classe, quoi. Il prend merde. Je dis bon, oui, ok, super. ça, ça fait vraiment le fils à maman qui a tout bien fait, mais à une échelle, tu vois, hyper impressionnante, hein. C'est pas du tout. Je suis personne pour critiquer Bill Gates, mais bon, il m'amuse pas, quoi. Alors que Musk, il est en train de tourner déjà son déni du corona, mais et c'est là où tu vois un truc qui devrait tous nous faire réfléchir, c'est que les conneries ne dépendent pas du tout de ton niveau d'intelligence. Parce que faut être sacrément fou pour oser dire que Musk est pas intelligent. Je veux dire, tu peux dire plein de choses sur lui, mais je pense que personne remet en cause son QI. Hmm. Et ben, malgré un QI pareil, finir par sortir les conneries conspirationnistes qui nous sortent en ce moment sur Twitter, en ce moment, il est d'un niveau où il te sort des articles conspirationnistes t'expliquant qu'en fait, le coronavirus, c'est un plan du gouvernement pour contrôler les gens. Ouais, non, non, mais on va très très loin en ce moment avec lui. Et à côté de ça, le mec dirige 3 billions de dollars et il a l'air de plutôt bien le faire. Et Tesla a sorti son premier profit ever et blablabla. Ouais, where this guy come from, je sais pas, tu vois. Donc ouais, donc ça m'inspire. Ça m'inspire parce que je me dis, il se passe un truc quasi historique, quoi. Quels sont les 3 livres qui t'ont le plus impacté? Tu disais tout à l'heure que tu étais un grand lecteur, du moins avant confinement. Et quels sont les 3 livres les plus marquants de ta vie? Alors, La route de la servitude d'Hayek, qui est le livre qui m'a fait vraiment devenir libéral.
que je recommande à tout le monde. Fiction de Borges, qui m'a vraiment fasciné, bouleversé, etc. Et j'ai adoré un espèce de livre un peu bizarre, qui est un space opéra qui s'appelle Les Guerriers du Silence. Ok. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Alors là, si, sans doute. Bon, c'est pas. D'ailleurs, c'est un conseil. C'est pas une personne qui m'a donné un conseil. C'est des dizaines de personnes qui m'ont donné ce conseil, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Je pense que dans la première partie de ma vie, j'avais vraiment besoin que les gens m'aiment et de mettre, d'avoir compris que ça servait à rien de chercher la reconnaissance et l'amour des gens. Ça a été plutôt un très très bon conseil de vie. Ok. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans? Sans doute celui-là, histoire que j'essaie de le comprendre plus vite. Je pense que si je l'avais compris 2-3 ans plus vite, l'exponentielle serait encore plus impressionnante. Ok. Ok, un grand merci en tout cas Oussama pour ton temps, pour tes conseils, et puis je te dis à bientôt. Merci, ciao.